Bonjour, cette vidéo s'adresse aux professionnels et aux étudiants en conception de systèmes mécaniques qui sont amenés systématiquement à faire du calcul statique afin de déterminer les sollicitations qui s'appliquent sur les différentes pièces que constitue le système mécanique. Aujourd'hui, on utilise exclusivement du calcul analytique, alors que les esquisses paramétrées des logiciels de CAO nous permettent de faire du calcul graphique de façon efficace et beaucoup plus simple que le calcul analytique. L'objectif de cette vidéo est donc de vous montrer la supériorité du calcul graphique sur le calcul analytique. Ce n'est pas une vidéo qui va vous permettre d'apprendre à faire du calcul graphique, ceci fera l'objet de vidéos ultérieures. Alors attention, il ne s'agit pas ici d'utiliser un logiciel de calcul dédié. Vous verrez que les esquisses paramétrées des logiciels de CAO sont en fait de puissantes calculatrices. Ça ne nous affranchit pas d'apprendre toute la théorie concernant le calcul via le principe fondamental de la statique ou, vous verrez en calcul énergétique, par le principe des travaux virtuels. Les résultats du calcul graphique sont identiques à celui du calcul analytique. Les esquisses de calcul créées sont utilisées ensuite comme esquisses d'assemblage ou squelette, à partir duquel les pièces mécaniques seront importées ou créées. Le prérequis demandé pour faire du calcul graphique est la maîtrise des esquisses paramétrées de n'importe quel logiciel de CAO. Le plus simple est de partir sur un exemple que je traiterai de deux façons différentes en analytique et de trois façons différentes en graphique. On verra à ce moment-là que le calcul analytique n'a plus lieu d'être. Le calcul graphique est nettement plus efficace et en plus, on verra qu'on pourra l'utiliser en cinématique et en résistance des matériaux pour calculer le moment fléchissant dans les calculs de flexion. Cette figure schématise l'exemple choisi qui est le plus simple possible puisque le mécanisme est composé d'une barre en rotation à une extrémité avec une charge appliquée à l'autre extrémité. Un vérin permet de déplacer la barre en rotation. O, A et B sont des liaisons pivots. OBC est une barre unique liée au vérin par la liaison pivot B. Une charge de 1000 N est accrochée en C. Le problème consiste à déterminer la charge dans le vérin. Les codes dans les différents points sont donnés par rapport à un repère orthonormé classique, l'origine étant en haut. On notera la barre pièce numéro 1 et le vérin pièce numéro 2. On commence par une résolution analytique avec torseur. On écrit les torseurs de toutes les liaisons et de la charge appliquée dans le même repère orthonormé aux différents points. 6 inconnus, ce qui nécessite 6 équations qu'on obtient en isolant le vérin, puis la barre et ou le vérin, et l'ensemble ou encore la barre et l'ensemble. C'est le seul avantage du calcul analytique par torseur. Peu importe ce qu'on isole, ça marche toujours. Je choisis arbitrairement d'isoler le vérin et d'appliquer le principe fondamental de la statique au point A. Le principe fondamental de la statique donne, d'où 3 équations scalaires. On applique le même raisonnement pour la barre en calculant les torseurs au point O. Le principe fondamental de la statique donne, d'où encore 3 équations scalaires. On a donc 6 équations, 6 inconnues. Au fait, on cherche quoi? Non, parce qu'à force d'écrire des torseurs dans tous les coins, j'ai perdu le fil. Ah oui, on veut déterminer l'intensité dans le vérin. Je vais l'appeler F indice V et calculer son intensité en appliquant Pythagore. Calculons maintenant Bx et By à partir des 6 équations à 6 inconnues. En regardant bien le système d'équations, on se rend compte que les équations 3 et 6 permettent de déterminer Bx et By. Ouf! Tout ça pour ça, hein, et encore je ne suis pas sûr du résultat. Un autre type de calcul analytique est de déterminer en amont certaines inconnues, en l'occurrence la direction des forces. Comme par exemple ici, la force dans le vérin. Pourquoi? Parce que le vérin est soumis à 2 forces, donc les 2 forces sont directement opposées. Je peux donc déduire la direction de cette force et mesurer l'angle ou le calculer. La force F indice V est donc suivant AB. Connaissant la direction de FV, il suffit d'isoler la barre et d'écrire que la somme des moments en haut est nulle. Et on trouve le même résultat qu'avec le calcul par torseur, ce qui n'est pas surprenant. Toujours est-il que cela reste lourd pour un système mécanique aussi simple. Voyons maintenant les méthodes graphiques. Je dis bien les méthodes parce qu'elles sont au nombre de 3. Méthode graphique n'utilisant que des constructions graphiques et aucune équation.
Méthode semi-graphique faisant intervenir le calcul du moment des forces par la mesure du bras de levier de la force avec l'intensité de la force. On met en place alors une équation. La méthode énergétique qui utilise le principe des travaux virtuels. Je vais vous présenter les trois méthodes pour l'exemple que nous avons traité en analytique. Tout d'abord, commençons par la méthode graphique proprement dite. Il faut tout d'abord dessiner le schéma cinématique en prenant pour origine le point O. Ce schéma se limite simplement à deux droites. Nous verrons qu'un vérin se symbolise par une droite de longueur variable. Les cotes indiquées sont celles utilisées par le calcul analytique. On constate que le schéma est très rapide à réaliser. En pointillé, je dessine la direction des forces dont je peux connaître la direction. La charge est verticale et la force dans le vérin collinéaire à l'axe du vérin. Ces deux droites se coupent en un point qui me permet de trouver la direction de la force en haut puisque la barre isolée est soumise à trois forces. Les trois forces sont donc concurrentes. J'ai appliqué les principes des systèmes soumis à deux forces ou à trois forces. J'ai traduit ainsi que la somme des moments était nulle, d'une part au niveau du vérin et d'autre part au niveau de la barre. En isolant la barre, il suffit de construire le dynamique des forces qui traduit que la somme des forces est égale à 0. La barre est soumise à trois forces, je trace donc un triangle dont les côtés sont pratiquement parallèles à la direction des forces déterminées précédemment. Je mets des conditions de parallélisme en utilisant les outils de contraintes géométriques des esquisses du logiciel, puis je cote le côté du triangle correspondant à la force connue, c'est-à-dire la charge, qui est une force verticale dirigée vers le bas et d'intensité 1000 N. Je choisis une unité de force compatible avec le schéma cinématique qui doit toujours être réalisé à l'échelle 1. Ici, le newton correspond bien, mais si la charge avait été 10 fois plus grande, j'aurais choisi comme unité le décanewton. Il est important de mettre un préfixe et un suffixe à la cote de façon à s'y retrouver par la suite. Pour connaître la force dans le vérin, il suffit de mesurer le côté du triangle qui lui correspond. Et par la même occasion, mesurer la force au point O. On constate que le résultat est absolument identique au calcul analytique. Si on vous avance comme argument que le calcul graphique est entaché d'erreurs, c'est absolument faux. Et même dans les situations où l'on prend en compte les frottements, la méthode graphique donnera exactement le même résultat que la méthode analytique. Par contre, vous pouvez déjà constater la rapidité avec laquelle on fait ce genre de calcul, la lisibilité du calcul. Il ne s'agit pas d'entrer des valeurs dans un logiciel de calcul. La deuxième façon de faire du calcul graphique est ce que j'ai appelé le semi-graphique. On fait exactement le même raisonnement que celui qu'on utilisait pour le calcul analytique sans torseur. On définit que la force dans le vérin est suivant l'axe du vérin, puis on isole la barre et on fait somme des moments égale à 0, point O. On mesure le bras de levier de la force du vérin par rapport à O, et on écrit qu'en haut, le moment de la force du vérin est égal au moment de la charge, ce qui donne comme équation FV égale poids de la charge fois bras de levier de la charge divisé par le bras de levier du vérin. Pour écrire une équation dans une esquisse paramétrée, on trace une droite que l'on cote et on établit l'équation à partir de cette cote. Là encore, on retrouve exactement le même résultat. Je vous disais tout à l'heure que je pouvais dans ce cas précis connaître l'ordre de grandeur du résultat. On peut estimer visuellement que le bras de levier du vérin par rapport à O est un peu plus grand que la moitié du bras de levier de la charge. La force dans le vérin doit donc être comprise entre 1500 et 2000 N. La troisième méthode graphique est la méthode énergétique, qui a l'avantage de s'affranchir d'un chemin de résolution comme on a vu dans les deux méthodes précédentes. On se retrouve un petit peu ici comme avec les torseurs, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de savoir si on doit isoler telle ou telle pièce. On va faire une étude globale du système en considérant que le travail que l'on fournit au système est égal au travail reçu au rendement près. Dans notre cas, il suffira de se dire si mon vérin se déplace d'une certaine valeur, de combien se déplace la charge, ou inversement. Et ainsi, écrire que le travail fourni est égal au travail reçu au rendement près. On verra d'ailleurs que cette méthode, qui est très précise si on ne tient pas compte des frottements, devient beaucoup plus aléatoire dans certains cas si on en tient compte. Dans ce cas-là, il est préférable de revenir sur les méthodes graphiques ou semi-graphiques que l'on a vues précédemment. Autant dans les calculs graphiques précédents, la cotation du schéma cinématique n'avait pas d'importance, autant en énergétique, la course du vérin doit pouvoir évoluer sans déformer les pièces.
La première chose à faire est de modifier la cotation du schéma cinématique. Je supprime toutes les cotes actuelles et je cote les longueurs de la barre du vérin et la distance de liaison entre le vérin et la barre par rapport à O. Puis je fais un copier-coller du schéma cinématique que je place à la droite sur l'horizontale. Je mets la cote du vérin en mesure et je cote la variation verticale de la charge. Puis je trace une droite pour écrire l'équation d'égalité des travaux. Le résultat trouvé génère une erreur absolument négligeable. Pour s'assurer que le résultat est précis, il suffit de faire évoluer la valeur du déplacement de la charge par puissance de 10. 10 mm, 1 mm, 0,1, 0,01 mm, et constater à un moment que le résultat ne varie pratiquement plus. Comme vous le voyez, avec un calcul énergétique, on n'a pas besoin de réfléchir à savoir quelle pièce on doit isoler avant telle autre. On peut trouver donc directement la force qui nous intéresse, en l'occurrence ici la force dans le vérin. Ceci dit, si on veut être efficace en calcul graphique, il est important de maîtriser les trois méthodes que je vous ai présentées. Vous avez vu que le calcul analytique n'a plus lieu d'être aujourd'hui grâce à ces esquisses paramétrées qui font office de calculatrices évoluées. C'est comme si vous faisiez une application numérique en utilisant des tables de logarithmes ou des tables trigonométriques en lieu et place d'une calculatrice. Je trouve ça un peu dommage de ne pas utiliser les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Vous avez pu voir aussi qu'avec ces deux esquisses, on pouvait faire également de la cinématique. Effectivement, imaginez que le vérin se déplace à vitesse constante. À partir de là, vous pouvez calculer, ou plutôt mesurer, la vitesse angulaire de la poutre, qui ne sera pas constante évidemment, ou les vitesses angulaires au niveau des liaisons pivots, en vue par exemple de faire un calcul d'usure. Et puis aussi, mais ça je pense que vous l'avez vu, on peut déterminer la course dans le vérin. Enfin, cerise sur le gâteau, et cela est valable pour les trois types de calculs graphiques, on peut faire varier la position de A, B ou C, ou faire évoluer le vérin et calculer instantanément les différentes forces dans le vérin et en haut. En analytique, on serait obligé de tout recommencer. Ceci permet d'optimiser le mécanisme, comme par exemple rechercher la meilleure position du vérin pour que sa force soit la plus constante possible durant la rotation de la barre. Dernier point, le calcul dans l'espace. Eh bien, on peut faire du calcul graphique dans l'espace grâce aux esquisses paramétrées des logiciels de CAO. Alors là, le logiciel que vous utilisez va vous permettre de faire ces calculs de façon plus ou moins simple selon si ce logiciel dispose d'esquisses 3D paramétrées ou non. S'il ne dispose pas d'esquisses paramétrées 3D, il faudra passer par plusieurs esquisses 2D synchronisées. Mais ça se le fait très bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour apprendre à faire du calcul graphique, mettez-moi des commentaires dans ce sens et je ferai d'autres vidéos beaucoup plus techniques où je vous expliquerai comment réaliser ce type de calcul avec frottement, sans frottement, en graphique, semi-graphique, en énergétique. À noter qu'en énergétique, même sur des systèmes fixes, on peut faire du calcul énergétique. C'est ce qu'on appelle le principe des travaux virtuels. Et dans l'attente, eh bien, vous pouvez toujours consulter des ouvrages qui traitent du calcul graphique avec esquisse. N'allez pas revoir des systèmes de calcul graphique comme on faisait à la planche, ça n'a aucun intérêt. Allez voir plutôt des ouvrages qui traitent de calcul graphique avec des esquisses paramétrées. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Au revoir.